Hey, salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les règles de NetEpic Palladium V2 et on parle des grosses machines de guerre que sont les titans et les prétoriens. Alors, toute une série de règles s'appliquent aux titans et prétoriens et toutes les règles qu'on va voir maintenant surplantent les autres règles, qu'elles soient règles générales ou règles spéciales que vous pouvez rencontrer. La première règle particulière des titans et des prétoriens consiste leur achat dans votre liste d'armées. Autant logiquement les prétoriens sont équipés d'entrée de jeu d'armes spécifiques et vous n'avez pas à en acheter à part, le prix est alors le prix global du prétorien. Autant pour les titans, la plupart du temps, vous allez pouvoir les équiper différemment et du coup, chaque arme va avoir son propre coût. Les différents châssis qui sont décrits dans les codex correspondants indiquent le nombre d'armes que vous devez acheter et le nombre d'options que vous avez. Il faut bien différencier les deux. Vous devez acheter un certain nombre d'armes et vous pouvez acheter d'autres armes sans être obligé de les acheter. Si on prend l'exemple du Titan Warlord, vous devez acheter 4 armes, 2 de carapace et 2 de bras, et vous pouvez acheter une option de bannière et ou une tête. L'achat d'un titan est assez simple, vous achetez le châssis, vous lui ajoutez le coût de chaque arme que vous avez choisi, et ça vous donne le coût total de votre titan. On va prendre un exemple tout de suite avec un Titan Warlord impérial, ce Titan Warlord là, qui va être équipé de 2 canons volcano, le petit coquin, d'un canon fuseur et d'un lance-roquette multiple. Le châssis du Titan Warlord en lui-même coûte 350 points. Maintenant les armes en elles-mêmes, le canon fuseur va coûter 50 points, chaque canon volcano va coûter 125 points, et le lance-roquette multiple va coûter 75 points. A noter que le lance-roquette multiple peut se poser n'importe où, aussi bien sur une carapace que sur un bras, de la même façon que pour le canon fuseur ou pour le canon volcano. Mais vous n'aurez pas pu mettre sur un bras un missile harpon, par exemple, qui lui doit aller sur la carapace. A l'inverse, un point de combat, vous aurez dû le mettre sur un bras et non pas sur la carapace. Bien, si on fait donc du coup le total, on a 350 points de châssis, plus 50 points de canon fuseur, plus 2 fois 125 points de canon volcano, et enfin 75 points de lance-roquette multiple, ce qui donne un total de 725 points. A noter qu'on aurait pu ajouter à ce titan un canon des strikes qui va sur la tête pour 75 points, et auquel cas, il aurait coûté 800 points. Autre règle particulière, la cohésion de formation. Il y a 2 règles particulières, la première c'est sur les compagnies de titans, et la deuxième c'est sur les détachements de titans. Donc quand vous prenez une compagnie de titans, vous devez avoir une cohésion de formation de 25 cm entre chaque titan. Cependant, chaque titan reste un détachement séparé, et donc une activation séparée. Chaque titan reçoit un ordre, est activé séparément des autres, et ainsi de suite. A noter que cette règle ne s'applique pas aux compagnies de titans des légions titaniques, qui elles n'ont pas resté en cohésion de formation. Ainsi, les titans d'une compagnie de titans d'une légion titanique peuvent être à autant de distance qu'ils veulent les uns des autres. Quand vous avez un détachement de titans, généralement ça arrive sur les titans de reconnaissance, titan Varun, titan revenant, par exemple, alors le détachement est considéré comme un seul et unique détachement, évidemment, et il ne reçoit qu'un seul ordre. Concernant les ordres, ça fonctionne normalement. Les titans reçoivent et appliquent les ordres comme n'importe quelle autre unité, et les prétoriens, eux aussi, mais ils ont en plus par défaut la règle unité de commandement. Concernant le bonus d'armes d'assaut, alors, si vous avez équipé votre titan de plusieurs armes d'assaut, par exemple 2 points de combat, ou un point de combat et point tronçonneur, eh bien vous allez cumuler les bonus. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un titan équipé d'un point de combat et d'un tronçonneur, le point de combat vous permet de relancer vos dés d'assaut et vous donne dégâts plus 2 en assaut. Le tronçonneur, lui, donne un des 6 supplémentaires au facteur d'assaut et dégâts plus 2 en assaut. Ce qui fait qu'un tel titan va avoir non pas 2 dés en assaut, mais 3 avec le dé supplémentaire du tronçonneur, et il pourra relancer les 3 dés grâce au point de combat. Et si jamais il gagne le combat, il aura un bonus de dégâts, non pas de plus 2, mais de plus 4. Plus 2 dû au point de combat et plus 2 dû au tronçonneur. Le titan en face, il va faire la gueule, je vous le garantis. Concernant le mouvement des titans et des prétoriens, alors évidemment ce sont des grosses machines pesantes, bien lourdes et assez compliquées à manœuvrer. De fait, ils ne vont pas pouvoir effectuer autant de virages qu'ils le veulent, contrairement aux autres figurines. En effet, un titan ou un prétorien ne peut effectuer des virages que pour une somme totale de 90 degrés. Par contre, vous pouvez diviser ce 90 degrés en plusieurs virages, évidemment. Ainsi, ce titan va pouvoir effectuer un premier virage de 15 degrés, puis un deuxième virage de 45,
puis un autre virage de 15 et encore un virage de 15. Au total, ça fait bien 90, c'est bon. Comme toute autre unité, un titan ou un prétorien peut reculer en marche arrière pour la moitié de son mouvement. Ça peut être pratique si vous voulez vous réorienter dans un certain sens. Concernant les tirs d'interception maintenant. Les armes des titans et des prétoriens peuvent effectuer des tirs d'interception indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que si vous activez votre titan ou votre prétorien en interception, vous pouvez activer un certain nombre de ces armes, mais pas toutes, et les autres pourront encore effectuer un tir d'interception plus tard, ou juste être utilisés en combat normalement plus tard. Ainsi, par exemple, sur notre fameux titan équipé de double volcano, d'un confuseur et de lance-roquettes multiples, vous pouvez faire une première interception avec le premier canon volcano, puis encore plus tard, durant la phase de mouvement, faire une interception cette fois-ci avec le canon fuseur et le deuxième canon volcano. Enfin, en phase de combat, vous pourrez utiliser le lance-roquettes multiples, histoire d'attaquer quelqu'un d'autre. Les armes des titans et des prétoriens avec la capacité anti-aérien sont toujours considérées comme étant en tir appuyé, sauf si évidemment votre titan ou votre prétorien a un ordre de charge, auquel cas il ne peut pas tirer avec. Un titan ou un prétorien ne peut pas bouger et réaliser un tir d'interception durant le même tour. S'il a réalisé un tir d'interception avec une arme qui n'a pas la capacité AA, il ne pourra plus bouger. S'il a bougé, il ne pourra plus réaliser de tir d'interception, sauf avec une arme avec la capacité anti-aérien. Alors, concernant un tir d'interception, lorsque vous effectuez le tir d'interception de votre titan ou votre prétorien sur un détachement qui est en train de se déplacer, vous devez déclarer toutes les armes qui vont l'intercepter avant de lancer le moindre dé. Une fois les dés lancés, vous ne pourrez plus effectuer de tir d'interception sur ce détachement ce tour-ci avec ce titan ou prétorien. Pour reprendre notre exemple de titan, imaginons que l'adversaire déplace des falcons juste devant mon titan. Si je déclare juste intercepter avec un canon volcano, et bien une fois que j'ai fait mon tir, je ne pourrai plus déclarer une autre interception avec une autre de mes armes sur ce même détachement ce tour-ci. A l'inverse, s'il fait bouger un autre détachement, je pourrai toujours intercepter avec les armes qui me restent. Ça fonctionne exactement pareil sur un tir de contre-charge contre un détachement. On déclare d'abord toutes les armes qui vont être effectuées pour ce tir de contre-charge. On pourra toujours utiliser les autres armes, soit en tir normal, soit en tir de contre-charge contre un autre détachement suivant, en suivant la même procédure. Maintenant, comment est-ce qu'on attaque un titan ou un prétorien? Alors, on va commencer par les attaques à distance. Alors évidemment, les titans et les prétoriens, ce sont de grosses bêtes, du coup, elles ne sont pas gérées de la même façon que les autres unités. Donc dès qu'un titan ou un prétorien subit une touche, alors potentiellement il y a des boucliers et d'autres protections qui peuvent annuler les touches, là on va parler des touches qui touchent réellement le titan ou le prétorien, on va suivre la procédure suivante. D'abord, l'attaquant va choisir une zone sur la fiche de localisation, soit sur la fiche avant s'il tire de l'avant, sur la fiche de côté s'il tire de côté, ou sur la fiche arrière s'il tire de l'arrière, évidemment. Une fois qu'il a choisi sa zone, il va jeter les dés de localisation, donc c'est des dés spéciaux. L'un comporte 4 faces blanches, une face haut, une face bas. L'autre comporte 4 faces blanches, une face gauche, une face droite. Alors, si vous n'avez pas de dés spéciaux, je vous mets en description une petite astuce pour les représenter. Donc l'attaquant va jeter ses dés de déviation. S'il fait blanc, eh bien, il ne bouge pas de la case. S'il fait haut, il va en haut. S'il fait bas, il va en bas. S'il fait gauche, il va à gauche. Et s'il fait droite, il va à droite. À chaque fois, il se dépasse d'une case. Une fois que le tir est dévié, si jamais le tir dévie en dehors de la fiche, eh bien, le tir est perdu. Si jamais il touche la case ciblée ou une autre case, eh ben, on va effectuer un jet de sauvegarde sur la case touchée. Alors évidemment, vous devez voir le centre du titan ou du prétorien pour pouvoir le cibler comme n'importe quelle autre figurine. Maintenant, passons au jet de sauvegarde. Donc, on a touché une zone. Youpi! Bon bah, la zone a sa propre sauvegarde, hein, 2+, 1+, 3+, que sais-je. La sauvegarde est modifiée comme d'habitude par la pénétration de l'arme. Si le jet de sauvegarde échoue, à ce moment-là, le tir va pénétrer le dommage et on va effectuer un jet de dommage sur la zone. Alors, une case de localisation peut comporter une zone et une sauvegarde entre parenthèses en plus de la zone et de la sauvegarde normale. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, si jamais la zone principale est détruite, eh bien vous devrez utiliser dans ce cas la zone et la sauvegarde entre parenthèses. Si jamais il n'y a rien indiqué et que la zone a été détruite, arrachée, etc., eh bien tout tir qui tombe sur cette case est perdu, puisque la zone n'existe plus. Alors on va prendre l'exemple justement d'un titan. Si on regarde de côté le titan Warlord, on voit que la case que je viens d'entourer en rouge, d'armes,
A entre parenthèses, réacteur 3+. C'est-à-dire que si jamais l'arme est arrachée, donc il n'y a plus d'arme, toute touche qui arrivera sur cette case ne touchera pas l'arme, puisqu'il n'existe plus, mais touchera le réacteur A3+. A l'inverse, si on regarde la case juste à côté entourée en bleu, ben si l'arme est arrachée, et ben vous constatez que vu qu'il n'y a rien entre parenthèses, là ça veut tout simplement dire que le tir est perdu, la case n'existe plus. Alors, concernant les armes à usage unique, comme certains missiles, si l'arme a déjà été utilisée, la case est considérée comme absente, évidemment. Voilà. Donc, vous utilisez la case secondaire si elle est présente, sinon l'attaque est perdue, normalement. Maintenant que la sauvegarde est échouée, regardons les dommages. Puisque le jet de sauvegarde a échoué, l'attaquant va jeter un dé sur la table de dommages appropriée et appliquer les dommages indiqués. Exemple, imaginons que notre titan est touché sur l'arme, l'adversaire jette un dé, il fait 2 sur le dé, l'arme est endommagée, et ça veut dire que elle ne peut plus être utilisée tant qu'elle n'est pas réparée sur un 4+ en phase finale. Si sur une zone donnée, autre que la coque, vous obtenez un dommage déjà obtenu, la même ligne sur le même tableau de dommages, alors le dommage infligé est celui immédiatement supérieur, la ligne qui suit dans le tableau de dommages, et ce, même si la zone a été réparée entre-temps. Reprenons notre exemple de titan. L'adversaire a donc fait un 2 sur sa première touche. En phase finale, je répare l'arme. Imaginons que c'est le canon fuseur qui a été touché. Tour suivant, il me retouche le canon fuseur, je re-rate ma sauvegarde. Il fait son jet de dommage et il fait 1. Sauf que il retombe exactement sur la même ligne. Du coup, on va passer à la case supérieure. Et du coup, l'arme n'est plus endommagée, l'arme est détruite. Et non, la procédure que je vous ai donnée, c'est pour chaque touche. Si vous mettez 3 touches, vous faites cette procédure 3 fois de suite. Vous n'êtes pas forcé de cibler la même zone avec chacune de vos touches. Vous pouvez très bien les disperser comme vous voulez. Alors, petite chose à noter, on appelle zone et case. Une case, c'est une case de la fiche de localisation. Mais une zone, c'est pas une case. C'est bien la partie du titan prétorien, comme la jambe droite, la jambe gauche, l'arme de la carapace gauche, la chenille gauche, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une zone particulière. Maintenant, comment on fait un assaut contre un titan ou un prétorien? Alors, on va commencer par le prétorien, c'est le plus simple. Le prétorien, c'est très simple. Ça fonctionne exactement de la même façon que pour une figurine normale. En fait, à cause de leur lenteur, les prétoriens sont vulnérables aux assauts des figurines plus petites. Si jamais le prétorien perd l'assaut, son adversaire choisit une zone sur la fiche correspondante, à la position du gagnant évidemment, c'est-à-dire que si vous l'attaquez de face, vous n'allez pas pouvoir l'attaquer de dos. Sauf que vu que vous êtes en assaut, il n'y a ni sauvegarde, ni déviation. C'est-à-dire que vous choisissez une zone, et c'est cette zone-là qui effectue un dommage tout de suite, sans sauvegarde. Maintenant, contre un titan, déjà, s'il perd l'assaut, ça fonctionne exactement pareil que pour un prétorien, c'est-à-dire l'adversaire va choisir une zone, pas de déviation, pas de sauvegarde, jet de dommage direct. Maintenant, par contre, il y a 2-3 trucs à voir avant. Déjà, un titan en assaut, c'est effroyable. Au tout début de l'assaut, avant même de résoudre un premier assaut, le titan va pouvoir infliger contre chaque socle ennemi engagé contre lui, de classe 3 ou moins, donc de classe véhicule ou inférieur, une touche avec PA0, sur du 3+, si le titan est de classe 6 ou 7, et sur du 4+, si le titan est de classe 5. Voilà, donc vous jetez un dé pour chaque socle, sur du 3+, ou du 4+, sur la classe de votre titan, vous mettez une touche, PA0, et une fois que vous êtes survivant, c'est ceux qui vont pouvoir participer à l'assaut. Les autres sont déjà morts. Ensuite, contrairement aux autres assauts, chaque adversaire supplémentaire ne va pas accorder un D6 supplémentaire, non. En fait, ils vont accorder +2 de facteur d'assaut, au lieu du D6. Seules les figurines de classe 4 ou plus accordent toujours un D6 supplémentaire habituel en tant qu'adversaire multiple. Alors on va prendre un exemple, ça sera beaucoup plus simple. On va imaginer que notre titan, Bob, on va l'appeler Bob, se fait attaquer par un avatar, 5 socles de motojet et 6 socles de gardien. Eh bien, première chose, avant même l'assaut, tous les socles de gardien et de motojet, qui sont de classe inférieure ou égale à 3, donc, vont subir une touche sur du 3+, puisque notre titan Warlord est de classe 6. Bon, on va imaginer qu'il y a quand même pas mal de morts, et que du coup, il n'y ait plus que 2 socles de gardien, 3 socles de motojet, et l'avatar, qui lui n'a pas subi de touche, il est classe 4. Maintenant qu'on a résolu ça, on va pouvoir faire l'assaut. Donc le joueur Raidar lance au sacrifice le premier socle de gardien, effectivement, parce qu'il y a un facteur d'assaut de 0 contre un facteur d'assaut de +16. Le gardien peut faire tous les scores qu'il veut sur ces 2d6. Il battra jamais le titan Warlord. Voilà.
Donc le premier socle de gardien se fait vaporiser. Si on était sur un assaut classique, le deuxième socle de gardien aurait un D6 supplémentaire. Mais là, vu que c'est contre un titan, et que les gardiens sont de classe 1, et bien le premier socle de gardien qui est mort n'accorde qu'un bonus de plus 2 au FA. Ce qui fait que le deuxième socle de gardien aura 0 de facteur d'assaut, plus 2 grâce au premier sacrifice, plus de D6 contre 16 plus 2 D6, autant dire qu'il meurt lui aussi. Là, le radar fait attaquer une première motojet. La motojet a plus 3 de facteur d'assaut. Il y a deux socles de gardiens qui ont déjà attaqué, donc du coup, plus 2 de facteur d'assaut, hein, donc ce qui fait plus 4. La motojet est à plus 7 de facteur d'assaut contre plus 16. On va imaginer qu'elle se fasse atomiser, en même temps avec plus 9 de différence, c'est compliqué. Voilà. Et là, le joueur Eldar se dit, je vais faire attaquer mon avatar maintenant. L'avatar a plus 10 de facteur d'assaut. Juste avant, deux socles de gardien et un socle de motojet ont déjà attaqué, ce qui donne un bonus de plus 6, 3 fois plus 2. Ce qui fait que l'avatar, en fait, a plus 16 en facteur d'assaut et de dés. Le Titan Warlord a également plus 16. Là, imaginons que l'avatar gagne. Il cible la tête. Pas de déviation. Hey! Pas de sauvegarde. Youpi! Il est un des 6 et il fait un score de 3 sur le jet de dommage. Là, la tête, vous voyez, le dommage, c'est facteur d'assaut divisé par 2 et il ne recevra des ordres que sur un jet de 4+, en phase d'ordre. Ça commence à devenir un peu gênant, parce que du coup, le facteur d'assaut du Titan n'est plus de 16, mais de 8. Là, le joueur Eldar va faire attaquer son deuxième socle de motojet, qui a un facteur d'assaut de plus 3, qui a plus 6 grâce au socle de motojet précédent et aux deux gardiens précédents. Donc voilà, donc il passe à plus 9 de facteur d'assaut, et un dé en plus, parce que l'avatar a attaqué avant. Donc, ce socle de motojet va jeter 3 dés, et il aura plus 9 en facteur d'assaut. Contre un facteur d'assaut du Titan Warlord, de 16 divisé par 2, donc 8, plus de dés. Et effectivement, là, ça commence à devenir un peu chaud pour le Warlord. Bon, on va imaginer, là, le Warlord s'en sort, il tue la motojet. Et bien, le troisième socle de motojet, il va avoir plus 1 dé grâce à l'avatar, plus 8 grâce au sacrifice de 2 socles de gardien et de 2 socles de motojet, ce qui l'amène quand même à plus 11, et 3 dés, le Titan commence à faire la gueule. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est bouclier, holochant et autres protections. Les différents titans et prétoriens vont disposer de protections particulières, soit des holochants, des boucliers, etc. Donc leurs protections, leur fonctionnement sont décrits dans le livre de règles de l'unité correspondante ou dans les capacités spéciales pour les boucliers énergétiques. Donc allez les voir. Enfin, je vous mets là le résultat des différents dommages sur les titans et prétoriens et vous voyez qu'il y a des trucs qui peuvent être rigolos. Voilà, la vidéo sur les titans et prétoriens est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez progresser dans votre maîtrise du jeu, n'hésitez pas à rejoindre l'académie sur notre Discord. Le lien est en description. Et enfin, si vous voulez soutenir tout ce qui est fait autour de NetEpic et bénéficier des avantages de nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association. Pareil, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Krang Wargame, H6 Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.